Bonjour à tous et à toutes. Merci énormément aux lecteurs et lectrices du pays de Chantonnay de m'avoir posé des questions très intéressantes à propos de mes livres, donc nommément Croc, Écume et Le cycle de Sif. Et je vais m'atteler de ce pas à vous répondre. Je pense que c'est difficile pour moi de situer des auteurs vraiment très précis sur ma trajectoire littéraire. J'ai beaucoup lu en fait de pas mal de choses différentes. Et je dirais que peut-être, enfin, Robinov effectivement doit faire partie des noms que je suis en mesure de citer. Je pense que ce que j'ai appris d'elle, c'est que on pouvait transposer un format de soap opéra en fait à la fantasy. Et je dis ça sans connotation négative. Euh, mais en gros, je pense que ce que Robinov m'a montré et a montré à beaucoup plus de personnes que moi, c'est qu'en fait, on pouvait, dans la fantasy, qui est un genre plutôt, on va dire, où la prédisposition à l'histoire épique et aux faits d'armes et on va dire, aux événements extraordinaires, généralement fait partie des outils narratifs principaux. Là, on se retrouve avec un texte où le héros, en fait, toute la narration est menée par le tumulte intérieur du héros, par en fait la vie intérieure du héros, la psychologie du héros et la vie émotionnelle du héros. Et ça, c'est quelque chose qui, alors c'était pas la première fois que ça arrivait en fantasy, mais je pense que elle a contribué clairement à exporter ce format-là en tout cas et ouais, à faire en sorte que ce soit un instrument narratif plus utilisé en fantasy. Euh, pour répondre à la question un peu plus globalement, je suis capable de citer des techniciens, peut-être plutôt des livres en fait que des auteurs. Sur ma trajectoire, je pense par exemple à Une forêt profonde et bleue de Marc Graciano, qui est un technicien incroyable. Je pense à Chien du Haume de Justine Niogret, pareil, qui est une technicienne vraiment excellente et sont deux auteurs qui m'ont ouvert des perspectives sur ma discipline. Euh, Après, bah, enfin ouais, il y a des livres, quoi. Genre La Route, par exemple, de Cormac McCarthy. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Des souris et des hommes, la poésie de René Char. Je suis quelqu'un qui est assez hétéroclite en matière de goût, et j'ai l'impression qu'en fait tout ça s'accumule et crée une sorte d'amalgame à l'intérieur de moi, euh, de telle manière que ben il y a effectivement quelques noms que je suis capable de citer, mais c'est assez rare. Voilà. Alors, je dirais que ça, c'est en fait c'est deux questions. C'est deux questions différentes. Je pense que on va dire les choix d'écriture, ils sont généralement faits en amont. Donc, en gros, on va choisir selon quel angle narratif on va aborder un récit. On va choisir le temps qu'on va utiliser pour raconter ce récit. Euh, on va choisir la perspective, si on a un narrateur extérieur, intérieur, enfin voilà, tous ces choix-là. Et ces choix vont déterminer dans une certaine mesure,
pas entièrement, mais dans une certaine mesure, ce qu'on va pouvoir faire avec le texte. Je donne un exemple un peu récurrent de ce point de vue-là, mais par exemple, dans le cycle de Sif, j'ai un récit au passé, alors que dans Crow, par exemple, j'ai un récit au présent, puisque ce sont ces deux textes-là qui sont opposés dans la question. Et concrètement, ce qui se passe, c'est que du coup, dans le cycle de Sif, puisque j'ai des verbes au passé, j'ai des verbes qui ont une syllabe de plus dans ma phrase. Donc ma phrase est plus longue. Ça va se relayer sur le paragraphe. Du coup, je vais aussi avoir des chapitres plus longs. Et en fait, des modulations très petites, en fait, au niveau des choix qu'on va faire au début, peuvent influencer sur l'ensemble du texte, sur le souffle global du texte. Euh, Ensuite, bah, il y a la question du retravail, et je dirais que ça, c'est, encore une fois presque une autre question. Il y a des auteurs et des autrices qui ne retravaillent pas du tout. Il y a des auteurs qui retravaillent énormément. Moi, je fais plutôt partie de la deuxième catégorie. Je dirais que à peu près 80% de mon travail, c'est de la relecture, c'est de la réécriture. Euh, Après, euh, bah, les textes que j'ai écrits à la manufacture sont des textes, donc Croc et Écume, sont des textes qui sont beaucoup plus retravaillés que bah, ce que j'ai pu faire dans le cycle de Sif, pour la simple raison qu'on est on est sur des textes plus courts, on est sur du volume plus court. Donc je peux me permettre de faire un travail littéraire, on va dire, extrêmement pointu au niveau des choix, au niveau du rythme, au niveau de ce genre de choses-là. Donc par exemple, il y a des passages dans Écume qui ont été réécrits et retravaillés plus d'une vingtaine de fois. Je dirais qu'en moyenne, pour donner un comparatif, dans le cycle de Sif, la plupart des passages, la plupart des phrases, la plupart des paragraphes, des chapitres, ont été retravaillés entre, allez, je dirais entre 5 et 6 fois, quoi, si on fait une moyenne. Voilà. Donc, je pense que dans le cas du cycle, on est sur un volume plus long, plus lent, avec un rythme plus posé. Mais aussi, du coup, il faut que moi j'arrive à garder à garder le lecteur captif de l'histoire. Et comme elle est beaucoup plus longue, bah, je ne peux pas me permettre de faire les mêmes choses du point de vue technique que ce que je fais dans Crow, avec un texte qui est, enfin, littérairement parlant, extrêmement exigeant. Du coup, bah, il y a un peu moins de travail, un peu moins de, enfin voilà, c'est un peu moins incisif, quoi. Alors, l'art m'intéresse. L'art m'intéresse d'une manière générale. En vrai, tout m'intéresse d'une manière générale. Je suis quelqu'un d'assez curieux. Euh, oui, l'art notamment visuel, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et je me suis déjà livré et je continue à me livrer à des collaborations avec des artistes plastiques, des plasticiens, des plasticiennes, avec qui bah, je développe des projets euh, bah, divers et variés, enfin, qui sont une sorte de collaboration, de rencontre de nos deux mondes. Alors, je peux donner quelques exemples de ça. Il y a quelques années, j'ai collaboré avec ma petite sœur Naomi Dewdney, qui est artiste peintre. Et nous avons réalisé ensemble, on a bossé ensemble pendant à peu près un an sur un triptyque de tableaux qui s'appelle Carnage, et qui se proposait d'explorer le thème de l'annihilation. C'était très joyeux. Euh, En ce moment, bah, je travaille évidemment avec Fanny Etienne Arthur, qui est l'illustratrice du cycle. Nous, on travaille en ce moment sur un beau livre euh, qui, nous l'espérons, devrait sortir dans les années qui viennent au Diable Vauvert. Ce sera une sorte
de beaux livres qui va s'appuyer très lourdement sur du visuel pour présenter un peu mieux, autrement, l'univers dans lequel Sif évolue. Et puis bah, en ce moment, je travaille aussi. Alors, ça, s'il y en a qui suivent ma page, peut-être vous avez vu passer des trucs. Je travaille actuellement avec une artiste écossaise qui s'appelle Rebecca McDermott. Et avec Rebecca, on est en train de réaliser une sorte de bestiaire du cycle sur du très beau papier. Et ça donne des espèces de planches qui sont visuellement plutôt très intéressantes à regarder. Et c'est pareil, bah, c'est comme toutes les rencontres, c'est des choses assez passionnantes. Voilà, voilà. Donc oui, je suis très sensible d'une manière générale à, à tout ce que l'humain peut créer, quoi. Voilà. Et l'art visuel, ouais, en fait partie clairement. Bah, j'ai toujours voulu écrire de la fantaisie en fait. Moi, mon cursus scolaire, ça a été la fac de lettres modernes, où j'ai entamé un master de, de lettres modernes, qui était largement matiné de sociologie, et où j'explorais en gros les littératures de l'imaginaire, notamment la fantaisie, par un prisme un peu social, c'est-à-dire en gros j'ai essayé de définir la fantaisie comme une forme moderne du mythe, et donc j'essayais d'expliquer en quoi cette littérature-là avait joué un rôle social semblable à celui de nos mythes fondateurs auprès des mouvements contre-culturels du XXe siècle. Voilà, ça c'était mon sujet d'étude. Et en fait, la fantaisie, c'est un peu ma littérature de prédilection, du moins l'imaginaire, on va dire. Ça a été ouais, des genres que j'ai toujours lus, que j'ai toujours ambitionné d'écrire, mais c'est très difficile d'écrire enfin, du moins, je pense que c'est plus difficile d'écrire de la bonne fantaisie que de la bonne autre chose. Tout simplement parce que bah, c'est un double travail en fait. Quand on est dans la littérature dite, dans une littérature plus classique, on n'a pas inventé un monde. On n'a pas inventé un monde cohérent dans lequel l'histoire se déroule, et on n'a pas non plus à le présenter. Et ça, c'est un double enjeu qui existe dans la fantasy, qui fait que ben, il faut arriver à la fois à écrire une histoire intéressante, et à la fois à rendre accessible un monde qui est inconnu du lecteur. Et ça, clairement, c'est un défi pour moi. Enfin, je trouve que c'est plus difficile, en tout cas, à, à amener qu'un livre où, en gros, le monde est connu du lecteur et il n'y a pas d'enjeu en termes d'explication. L'étincelle, bah, concrètement, ça a été, c'est arrivé tout d'un coup. Pendant longtemps, je me suis dit que j'avais pas les épaules pour porter moi la saga que j'avais envie d'écrire. Donc, bah, je l'ai pas écrite. J'ai essayé mes armes à d'autres textes sur des formats plus courts, histoire bah, d'apprendre mon métier en fait, parce que je crois que c'est la seule manière, je crois, qui existe d'apprendre l'écriture, c'est d'écrire. Donc, bah, on va dire, cherché à avoir l'expérience de qu'est-ce que c'est que mener une histoire à son terme, et j'ai fait ça à plusieurs reprises jusqu'à ce que je me dise, en tout cas jusqu'à ce que j'obtienne les résultats que j'escomptais obtenir. Et ça, je pense que je l'ai obtenu pour la première fois avec Crow. Je pense que Crow, c'est le premier livre que j'ai écrit où j'ai vraiment eu la sensation d'écrire le livre que j'avais envie d'écrire. Et à partir de là, et ben, ouais, je me suis mis à la rédaction du cycle de Sif. Euh, voilà. Ben, le truc, c'est que moi, j'ai eu, donc au cours de ma carrière, d'auteur, euh,
donc ça fait 14 ans maintenant que j'écris. Euh, j'ai eu pas mal d'éditeurs, j'ai eu pas mal. J'ai par contre l'expérience du comité de lecture, de comité de lecteurs, pardon, c'est quelque chose qui est venu plutôt plus tardivement. La première fois que j'ai travaillé vraiment un peu activement avec un bêta lecteur, enfin avec une bêta lectrice, c'était sur Ecume. Et c'est quelqu'un qui d'ailleurs m'a suivi le comité de lecture, enfin ce que j'appelle le comité de lecture du cycle de CIF, qui en gros est une sorte de conglomérat de personnes que je connais plus ou moins bien, euh, pour la plupart peu, et ça c'est un peu volontaire de ma part, et voilà ben, qui relit ce que je fais, qui me fait des retours un peu alors pas complètement en direct, mais qui me fait des retours sur les manuscrits du cycle, et qui me permet d'avoir de recul que moi j'ai pas. Donc clairement, dans mon processus actuel, donc sur le cycle, euh, le rôle de l'éditeur est, en tout cas, ne pèse pas du tout au même endroit que le rôle du comité de lecture. Mon comité de lecture, pour moi, il est très important. J'envisage vraiment l'écriture du cycle comme une œuvre collective. En fait, enfin, j'envisage l'écriture d'une œuvre comme une œuvre collective. Pour moi, l'écriture, en tout cas, la littérature, c'est ce qui résulte de la rencontre d'un auteur et d'un lecteur. Et du coup, c'est nécessairement une expérience collective. Euh, donc, on va dire ce que mon comité de lecture me permet de faire aujourd'hui avec le cycle, c'est d'avoir un recul sur ce que je fais. Et il est aussi composé, donc il est composé essentiellement de lectrices d'ailleurs, euh, qui ont chacune un peu leur domaine de spécialité. J'ai quelqu'un qui a plutôt un parcours linguistique, on va dire. J'ai quelqu'un qui a plutôt un parcours musicologique. J'ai euh, j'ai des personnes là-dedans que j'ai choisies spécifiquement pour leur regard un peu plus politique, voire militant, sur des questions notamment de féminisme qui sont importants pour moi et que j'essaye d'intégrer au cycle de manière pédagogique. Euh, donc, que je consulte parfois sur ce terrain-là. Et oui, de fait, c'est des personnes dont la contribution est très importante pour moi parce que, euh, en gros, je passe 2 ans à écrire chaque tome du cycle. Et, c'est des moments où je suis un peu. Si j'avais pas ça, je serais un peu seul dans ma bulle en fait. Et donc, ça me permet d'avoir un premier retour, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Ça me permet d'apprendre en fait aussi. Et je pense que c'est important pour moi aussi d'être dans cette démarche-là d'apprentissage permanent, de questionner toujours qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce que ça sert l'intention avec l'intention qui est là en fait, qui est derrière le livre. Euh, et voilà, ça m'aide en fait à aiguiser, à aiguiser mes outils. Et je l'espère, atteindre mes objectifs un peu plus efficacement. Voilà. Donc, les plus beaux écrits naissent des plus grands drames, peut-être. C'est pas mon propos. Euh, les personnages de Croc et Écume sont 2 livres que j'ai écrits à la Manufacture de Livres, dans le cadre de la collection Territory. Mon objectif avec ces bouquins, c'est de parler du monde dans lequel on vit et la situation des personnages dans ces livres, elle est très symbolique. Mon objet dans ces livres, c'est vraiment pas de faire du beau. C'est c'est pas de faire de l'esthétique en tout cas. C'est de raconter, le monde dans lequel nous vivons, dans lequel l'homme rencontre
et achève de soumettre ce qui reste de nature. Et lorsqu'il ne peut pas le soumettre, il l'extermine. Et je crois que c'est important dans ce cadre-là de mettre en scène des hommes qui se trouvent un peu au même endroit, c'est-à-dire ouais, au bord de l'abîme, et qui s'y trouvent, qui se trouvent placés là par une mécanique sociale. C'était aussi ça que j'avais envie de dire dans Crow et dans Écume. Ben, c'est certain que j'ai quelques points en commun avec Sif. Euh, on a, oui, ben, on va dire qu'on a le même genre, on a le même, on a un peu la même couleur de peau, on a un peu vécu peut-être les mêmes choses du point de vue de comment est-ce qu'on est catégorisé par une partie de la population quand on a ces attributs-là. Au-delà de ça, je pense pas que réduire SIF et l'expérience de SIF à ce que je suis moi, ce soit vraiment pertinent dans la mesure où alors évidemment, on parle toujours un peu de soi dans ces livres. Moi, c'est quelque chose qui m'importe assez peu. Du moins, c'est pas mon propos. Moi, ma littérature n'a jamais été. J'ai jamais écrit pour me libérer d'un grand poids. J'ai jamais eu une écriture thérapeutique. J'ai toujours écrit parce que j'avais envie de parler à mon espèce. Euh, D'aucuns diraient que c'est un objectif un peu politique. Je suis assez d'accord avec le terme, du moins s'il est employé dans le sens un peu noble. Euh, j'ai toujours eu envie ouais, de questionner un peu le monde dans lequel je vis. Et pour ça, je pense que j'ai bien sûr mis en scène des personnages avec qui je pouvais m'identifier au moins partiellement. Mais souvent, c'est des choses qui, je pense, sont beaucoup plus diffuses que précises. Je pense que, par exemple, les personnages de Crow, les personnages d'Écume me ressemblent aussi quelque part, par certains côtés. Je crois que peut-être que je dirais que mes personnages, c'est pas tant que mes personnages me ressemblent, c'est que le contexte que je mets en scène euh, autour de mes personnages est semblable au contexte que j'habite, parce que mon propos c'est de parler du contexte dans lequel moi j'habite. Donc forcément, il y a des choses qui se recoupent de ce point de vue-là. Comme je le disais dans la question précédente, même si je m'efforce de ne pas écrire de livres pour parler de moi, euh, parce que je pense il y a des choses un peu plus intéressantes à raconter. Euh, oui, évidemment qu'il y a une part de moi qui se retrouve dans mes personnages. Je pense que pour créer un personnage, il faut pouvoir enfin, comprendre ce personnage, avoir un peu d'empathie pour lui ou pour elle, comprendre d'où il parle, et donc fatalement, oui, je vais me retrouver à projeter un peu de moi-même bah, oui, enfin, à l'intérieur de ce personnage, quoi. Euh, du coup, est-ce que je suis un peu philosophe je sais pas, peut-être que ça m'arrive, mais je me méfie de la philosophie. Est-ce que je suis justicier? Non, pas particulièrement. Euh, mais je crois que enfin, du moins pas dans le sens conventionnel, quoi. Je crois pas particulièrement à la justice telle qu'on se la représente institutionnellement, du moins. Euh, mais je crois que ce statut-là, c'est pareil, il n'intéresse pas excessivement les personnages que j'écris. Euh, du moins pas ceux dont l'angle m'intéresse moi.
Anarchiste, oui, absolument, ça c'est une étiquette que je revendique pour le coup. Et a priori, on va en reparler dans la suite de l'interview. Euh, Guerrier, c'est une question un peu délicate, mais je dirais que ça va souvent de pair avec anarchiste. Je pense qu'on est, quand on lutte, ben on lutte. Féministe, je m'efforce d'être un allié de mes camarades féministes, de mes camarades femmes, euh, et de les assister du mieux que je peux le combat qui est le leur. Euh, Orphelin, je crois qu'on l'est un peu tous de, du monde qu'on nous a vendu et on va dire la pub et la réalité sont un peu différentes. Donc ouais, sans doute de ce point de vue-là. Et prisonnier, bah, c'est un peu une question double. Comme dirait Lévar, on porte tous nos propres chaînes. Moi, j'essaie d'identifier les miennes, et comme tout le monde, bah, parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas. Et puis après, bah oui, je pense on est tous prisonniers d'une logique économique, essentiellement, qui, pas seulement, mais essentiellement, qui, qui façonne nos existences et qui fait qu'aujourd'hui, en France, au XXIe siècle, bah, si on veut vivre, on est obligé de se plier à un certain nombre de choses. Et lorsqu'on cherche à sortir de ces cadres-là, eh bien, on nous envoie des hommes en armes pour nous remettre dans le droit chemin. Le profil de Sif, en fait, ouais, ça a été un peu un des points de départ de l'élaboration du cycle. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cycle, c'est quelque chose qui a un peu mûri en arrière-plan dans ma tête pendant pas loin d'une décennie. Donc, au moment où j'ai commencé à écrire, au moment où c'est sorti, même si c'était vraiment la première fois hein, que je posais des choses, enfin, vraiment sur le papier. euh, on va dire que j'étais arrivé à un stade de maturation qui faisait que je savais ce que j'avais envie de dire dans cette histoire et je savais donc par quel angle je souhaitais le raconter. Et le truc, c'est que comme dans le cycle de Sif, c'est un récit qui est à la première personne, donc en fait l'angle et le narrateur bah, sont la même chose. J'avais mon personnage qui était à peu près écrit, quoi. Oui, enfin, à quelques détails près, il était déjà là et il est né à peu près en même moment que l'univers, quoi. Euh, voilà. Je pense que je peux répondre à cette question de façon assez simple. Oui. Je dirais pas forcément un modèle, mais en tout cas, je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la nature. Je suis quelqu'un qui a grandi à la campagne, dans la campagne qu'on appelle profonde, dans certains endroits. Euh, et donc, oui, c'est un endroit que je continue à visiter, que ce soit les paysages du Limousin ou d'ailleurs. Oui, c'est un endroit, un des rares endroits où je m'autorise à m'approprier les endroits où je passe parce que je sais que c'est très temporaire et que je vais pouvoir les rendre une fois que j'y ai fait ce que j'ai à y faire, c'est-à-dire généralement un bivouac. Voilà. Eh bien, j'espère porter le même regard que n'importe qui n'est pas totalement un psychopathe. C'est-à-dire que bah, je pense qu'on ne peut que déplorer l'éocide
auquel nous assistons, la sixième extinction. Ce qui se passe, c'est absolument dramatique. C'est des systèmes, des biosystèmes extrêmement complexes qui ont mis des dizaines, des centaines, des millions d'années à se mettre en place et qu'on a ravagé en l'espace de quelques décennies. Donc l'idée que l'humanité et a fortiori les espèces moins adaptables que nous qui habitent sur cette planète ne vont pas être impactées par cet état de fait, ça me semble assez singulier comme position. Du coup, est-ce que c'est important pour moi de valoriser la nature? Évidemment, et enfin plus que la valoriser, je pense que c'est important de la préserver, de comprendre quel rôle nous jouons vis-à-vis d'elle, sans non plus ce que j'essaye de ne pas verser justement dans une sorte d'appel à la nature. Pour moi, c'est important aussi d'être dans une sorte d'approche un peu rationnelle, un peu matérialiste par rapport à notre rapport à la nature. Je ne suis pas dans un rapport mystique à la nature. Cependant, je reconnais, pour avoir vécu pendant quelques années dans une ferme et produit ma propre nourriture, je sais que nous sommes extrêmement dépendants de, de, de la nature qui nous entoure. C'est elle qui fait que nous vivons aujourd'hui. Et ça, je regrette effectivement qu'un nombre croissant de personnes en soient déconnectées. Non pas pour des raisons un peu stupidement morales, mais pour des raisons très pratiques, parce que ça veut dire que du coup, il est beaucoup plus facile pour les gens dont le métier est l'exploitation irraisonnable et irraisonnée des ressources, de ce qu'ils appellent les ressources naturelles, de faire à peu près ce qu'ils veulent. Voilà. Donc est-ce que je suis investi dans la protection de l'environnement? Oui, je m'efforce de l'être. Je m'efforce de l'être de pas mal de manières. Et l'une de ces manières, c'est effectivement par le biais de l'écriture. J'essaye j'essaye de donner à réfléchir par rapport à ça. Il faut se révolter, évidemment. Évidemment. Je crois il faut aussi contextualiser ça, c'est-à-dire qu'on vit dans une société où il y a une offensive idéologique qui se présente pas comme idéologique, mais qui est idéologique contre les idéaux, contre on va dire ce qu'on va appeler un peu de façon un peu méprisante les utopistes, où on va se méfier hein, des gens qui ont des idées un peu trop radicales. D'ailleurs, les extrêmes se rejoignent. Enfin, il y a tout un discours comme ça qui est produit pour infantiliser un peu, rendre un peu suspect l'engagement et les idéaux. Et moi, je crois que c'est une des grandes tragédies de notre époque. Je pense que l'idéal, c'est-à-dire en gros enfin, les idéaux, ce qui permet de structurer à l'intérieur de soi le monde qu'on aimerait voir, et ce qui permet aussi de conceptualiser les outils, euh, d'inventer les outils qu'on estimerait nécessaires pour essayer de matérialiser cet avenir, ben, sont des choses extrêmement importantes. D'une part pour la société, puisque on pourrait argumenter que l'humanité n'a jamais été menée en avant que par les idéalistes en fait. Et d'autre part, ben, de façon plus personnelle, de façon plus interne, le fait d'avoir une boussole intérieure, le fait d'avoir une direction, le fait d'avoir des idées assez claires sur qu'est-ce qu'on aimerait et qu'est-ce qu'on n'aimerait pas, et qu'est-ce qu'on n'aime pas, c'est une façon, moi je trouve en tout cas, c'est quelque chose qui donne une hygiène de vie euh, plutôt intéressante, quoi. Du moins c'est mon opinion,
Et donc, effectivement, quand je mets en scène des personnages qui sont détruits par la désintégration de de leur propre rêve, en gros, euh, c'est bien sûr que c'est un cri pour. C'est un cri pour. C'est une façon de dénoncer ça, c'est une façon de dire regardez ce qui se passe, regardez la désintégration euh, de l'homme qui suit la désintégration de, de ses idées et du moins de sa volonté de se battre pour ses idées. Voilà. Le vieux guerrier haussa un sourcil. Si tu étais ma femme, je n'aurais aucun ordre à te donner, gronda-t-il avec mépris. Il n'y a qu'un Gadeslev pour penser qu'une femme doit être possédée. Du coup, cet extrait, il est attribuable à Ulrich dans L'Enfant de poussière. Et en fait, donc dans l'introduction de cette session de commentaires, euh, vous m'avez dit que dans mes écrits, on retrouve des questions d'actualité, voire des questions d'ordre politique. Et je pense que on peut d'emblée ne pas tourner autour du pot. En fait, oui, enfin clairement, mes textes ont une portée politique que j'assume. Euh, que, on va dire, mes intentions sont des intentions militantes dans à peu près tout ce que je fais, donc y compris dans l'écriture. Et il va de soi que le féminisme, entre autres choses, est un des combats que je cherche à mener. Euh, je m'entoure pour cela de femmes qui connaissent leur combat mieux que moi et j'essaie d'user des facilités que moi je peux avoir en tant qu'homme, par exemple en termes d'accès à un espace un peu plus médiatique et faciliter que ma parole, enfin avec laquelle ma parole est diffusée. Et j'essaye de faire de mon mieux pour relayer la parole de celles qui ne l'ont pas. Voilà. Euh, pour aller un peu plus loin par rapport à la manière dont je souhaite aborder ce sujet, entre autres dans le cycle de SIF, en fait, avec ce cycle, je me retrouve avec, pour la première fois, un volume de texte assez long. Et donc, je peux me permettre d'être un peu plus pédagogue dans mon approche. Ce qui n'était pas le cas avec Crow ou avec Écume, par exemple, que j'ai plutôt conçu comme des livres coup de poing. Avec la saga, avec le cycle, j'envisage plutôt de faire les choses un peu plus pédagogiquement, un peu plus lentement, d'apporter des glissements un peu progressifs, de débuter dans un monde dont on reconnaît tous les codes. Hein. On est dans une société, si l'angle est féministe, la société que moi je mets en scène dans L'Enfant de poussière, c'est la société brunide, du moins, est une société patriarcale avec les codes d'une société patriarcale. Une des choses que j'essaye de montrer dans le cycle, c'est que ces choses qu'on prend beaucoup pour acquises, euh, no- entre autres choses, les notions de genre, qui qui sont dans notre culture à nous, notre culture occidentale, héritée du christianisme notamment, sont des valeurs auxquelles on ne réfléchit pas excessivement en fait dans notre esprit. C'est très naturel cette division homme-femme, ce sont deux entités qui semblent très naturelles. Ce que j'essaye de mettre en scène dans L'Enfant de poussière, c'est que justement cet ordre-là n'a rien de naturel, c'est très construit. Il existe, alors sur notre planète à nous, moi je m'intéresse beaucoup à la sociologie, à l'anthropologie, à l'ethnologie. Il existe quantité, pléthore de civilisations humaines qui n'envisagent pas les genres, qui ne se conçoivent pas les genres de la même manière que nous et qui ont donc des sociétés où les rapports de genre sont très différents du modèle mondial euh,
enfin, du modèle mondial, d'un des modèles mondiaux les plus dominants que nous on connaît, quoi, qui est la culture patriarcale occidentale, où les choses sont très tranchées, très claires, noir-blanc, où il y a une sorte de confusion aussi entre biologie et construction. Voilà, enfin, sont des choses que j'essaye de mettre en scène dans L'Enfant de poussière et dans La peste et la vigne, enfin, dans l'ensemble du cycle, euh, pour essayer de faire prendre un peu du recul là-dessus. Et je pense que pouvoir prendre du recul sur un sujet, c'est la première étape pour pouvoir y réfléchir de manière un peu critique. Voilà. Ce n'est pas notre manière. Les hommes qui doivent se mettre en colère pour ne pas avoir peur crient, hurlent, et ils font de grands gestes qui ne comprennent qu'à moitié. Ils gaspillent leur force et disparaissent, avalés par la folie et la rage. Donc ça, c'est encore des paroles attribuables à Uldrick. On est encore une fois dans l'enfant de poussière. Euh, alors je sais pas si c'est vraiment la peur de ce qu'on comprend pas, ni même le basculement vers la haine. Je crois que dans ce passage, ce que j'essaye de faire dire à Uldrick et ce qu'Uldrick essaye de faire comprendre à Sif, c'est que en gros on est un guerrier efficace lorsque on, on parvient à maîtriser son émotion et donc à agir de façon rationnelle. Et en fait, c'est ça qui sous-tend toute la philosophie des Var. C'est une sorte de c'est une sorte de scepticisme en fait, de rationalisme un peu. J'ai pas envie d'utiliser le mot primitif, mais c'est je crois qu'on n'a pas, dans l'univers que je mets en scène, les conditions matérielles et ou techniques pour qu'il soit cohérent, qu'il puisse exister une, euh, une philosophie sceptique, une philosophie rationnelle, une philosophie matérialiste en fait, telle que moi je peux l'entendre. Mais, euh, mais on est dans l'ébauche de ça en fait, de l'idée que le monde est un endroit qu'il est plus aisé d'habiter et sur lequel on a plus d'emprise lorsqu'on use d'outils euh, qui permettent d'écarter la, le, les émotions qui court-circuitent ça de soi-même en fait, de les mettre à part et d'agir en analysant euh, ce qui se passe, c'est-à-dire d'essayer de s'extraire de, du monde pour pouvoir l'observer. Donc ensuite, on a une citation d'Écume. Il faut entendre et acquiescer à la litanie propagandiste du servage traditionnel, tandis que les vertèbres hypocrites se tassent sous le poids du nylon asiatique et des maquerons importés. Euh, Là, on est dans la perspective du fils dans Écume. Donc Écume se construit sur une dichotomie entre ces deux personnages principaux. On a le père qui représente le vieux monde et sa folie, euh, qu'il incarne très littéralement. Et le fils représente plutôt le nouveau monde et son hésitation, sa peine à se dégager en fait de l'emprise du père. Et, et ce passage parle en fait de son dégoût euh, d'être soumis à cette logique qui est totalement mortifère et de devoir en plus de cela supporter entendre en fait des gens valider ça, valider cette vie de misère qui est la sienne, comme si comme si le fait qu'il risque sa vie en haute mer pour arracher du poisson à un océan déjà presque vide, ça avait quelque chose de respectable, au-delà de sa propre survie. Et
Bah, de fait, voilà, le fils est un peu comme nous tous. Nous habitons un système économique qui considère que si on ne, si on n'est pas apte à produire de la richesse, on ne mérite bah, pas de vivre. On mérite pas d'avoir un logement. On mérite pas d'être à l'abri. On mérite pas d'être soigné dans beaucoup de pays. Enfin, voilà. Et, et bah, on passe nos existences soumis à cette logique-là. Et je pense que ça fait évidemment partie des choses que je trouve profondément dysfonctionnelles dans notre manière de répartir nos ressources entre nous en tant qu'espèce. Nous avons largement assez pour tout le monde. Nous avons, en l'état actuel des choses, je crois qu'on peut héberger 12 milliards d'êtres humains sur cette planète et que chacun ait à manger et puisse voilà, avoir les besoins vitaux de tout le monde couverts et pas de façon, pas de façon comment dire, caricaturalement pauvre. Euh, je veux dire, notre société produit beaucoup. Nous vivons en fait dans une opulence qui nous est confisquée par la manière dont on opère, dont ce système économique dans lequel nous habitons opère. Donc on a encore une citation d'Uldrich dans L'Enfant de poussière qui dit à Sif: la seule sagesse qui peut exister ici, c'est dire que nous ne savons pas. Croire que l'on sait est ignorant, savoir que l'on croit ne l'est pas. L'homme sage est capable de discerner les nuances entre ce qu'il sait et ce qu'il croit, parce que la croyance est la plus dangereuse des ignorances. Donc, ben, qu'est-ce que j'ai à dire de ça En fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la société des VAR, c'est une société, alors que je qualifierais pas d'anarchiste dans le sens où moi je peux l'entendre. Ben, encore une fois, on est dans un monde où le progrès technique n'est pas excessivement développé et je pense que le savoir se développe aussi de pair avec le progrès technique et que de fait, on va dire une société anarchiste telle que moi je peux l'envisager, elle n'aurait pas vraiment sa place dans le cycle de Sif. Ceci étant, la société VAR repose sur la capacité des membres, des personnes qui la composent, à, on va dire, euh, je vais dire quelque chose d'un peu simple et d'un peu caricatural, à être la meilleure personne qu'ils peuvent être. Et ça, c'est un peu le même, c'est un peu le même principe de l'anarchisme en fait. L'anarchisme, c'est une vision de la société qui, alors je suis pas du tout en train de résumer l'anarchisme là, mais c'est on va dire un des aspects de l'anarchisme consiste à prendre l'individu et à penser que en plus un individu est, est compétent, euh, touche à tout, plus un individu est développé, mieux il va pouvoir contribuer à la société dans laquelle il habite parce euh, qu'il va mieux en cerner les enjeux. Et donc, ben, les VAR, en fait, opèrent de la même façon. Pour eux, c'est important d'avoir du recul sur ce que l'on pense savoir. C'est important pour eux d'être critique vis-à-vis de soi-même, d'être dans une démarche de- d'amélioration de soi. Et je dis pas ça dans une sorte de la même manière que par exemple on a des coachs en développement personnel ou des choses comme ça. Je ne suis pas du tout adepte de ce genre de choses, très clairement, mais je pense que la curiosité naturelle, le fait d'accumuler des informations sur le monde dans lequel on existe, le fait d'être curieux de tout, ça permet d'avoir une vision globale plus pertinente de là où on vit et donc d'avoir un impact plus positif, du moins si on cherche à avoir un impact positif, sur les gens qui nous entourent en fait, sur la société. Donc
là, on a deux passages, deux extraits de Croc. Alors le premier et le suivant. Comme si la Terre ne savait pas se souvenir. Comme s'il n'y avait pas cette dette qui enfle et qu'il faudra régler d'une façon ou d'une autre, des siècles entiers en une journée terrible. Je ne sais pas encore, mais peut-être, peut-être que c'est ce jour-là que je porte avec moi. Et ensuite, on a un second extrait. Quelle espèce écœurante que l'humanité, incapable d'occuper un espace sans l'inonder de leurs ordures toxiques. Même absents, ils continueront à étouffer, à empoisonner, à entailler leur dominance dans la chair sauvage. Même morts, même éteints, ils parviendraient encore à s'épandre en tumeurs acides, en stérilité aveuglante, et le monde pourrirait longtemps de leur passage. Euh, Là, on est en plein dans la psychologie apocalyptique du personnage de Croc, du narrateur de Croc, euh, qui tisse une sorte de parallèle en fait entre la fin de son propre monde qu'il est en train de vivre et la fin du monde tel qu'il l'a prédit, tel qu'il l'a fantasme aussi, c'est certainement un peu. Le concept d'apocalypse m'intéresse beaucoup, pour autant je ne me définirai pas comme collapsologue. J'ai lu beaucoup de choses en fait à propos de on va dire de ce qu'on va communément appeler un peu genre l'apocalypse, la fin du monde, ce genre de choses. Et je pense que, alors effectivement, on est dans une situation historiquement assez inédite où pour la première fois l'humanité a un tel impact sur son environnement qu'elle est en train de mettre dans la balance sa propre survie et la survie de beaucoup d'autres espèces. Pour autant, même si je suis pas très optimiste, parce que clairement, alors je me répète, mais on vit dans un système qui a une logique, qui, qui a une logique, on va dire, qui n'a pas à cœur les intérêts du vivant et qui pourrait persister comme une sorte de jeu un peu stupide entre deux ordinateurs des siècles après que toute trace de vie ait disparu de la planète Terre, ce qui n'arrivera pas, hein, mais bon, on est quand même en train d'essayer assez fort. Euh, Même si je suis pas très optimiste, je ne crois pas. J'ai pas une vision fantasmée en fait de l'apocalypse ou de la fin du monde. Je pense que les collapsologues ou les survivalistes, ces personnes-là ont une vision souvent, une vision un peu fantasmée de qu'est-ce que c'est. Euh, En gros, qu'est-ce qui se passe en fait quand une espèce elle détruit tellement son environnement que toutes ces infrastructures et toute la façon dont elle s'est organisée durant des millénaires sont remis en cause et doivent évoluer très rapidement, quoi. Euh, voilà, je pense que dans ce passage, ou dans ces passages, on a surtout une façon pour le personnage, pour le narrateur de Croc, d'exprimer sa détresse et son impuissance face à ce qui est en train d'arriver au monde qu'on habite et donc ce qui est en train de nous arriver à nous. Eh ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'écris le cycle de Sif, c'est pour des raisons bien précises. Il y a un discours là derrière, un discours un peu global, ce qui fait que je sais très bien pourquoi je suis en train d'écrire ce cycle. Et donc, j'ai déjà les axes narratifs principaux qui sont posés, j'ai déjà la plupart des axes secondaires. On va dire, je sais très très bien où je vais avec ce cycle. Je ne me serais jamais engagé avec une éditrice sur un projet qui va durer 15 ans vraisemblablement, et peut-être même un peu plus, sans avoir de très solides bases. Donc pendant ce temps-là, ce qui se passe à l'extérieur de mon, de mon fichier OpenOffice,
Alors évidemment que il va y avoir des choses qui vont m'influencer moi, mais on va dire que elles vont pas influencer l'histoire de façon significative. La variable qui existe en revanche et qui du coup est peut-être sans doute plus influencée par moi, c'est le fait que c'est le rapport en fait du narrateur à sa propre histoire. C'est-à-dire que moi, je connais tous les événements qui composent l'histoire de Sif, mais je ne connais pas toujours de quelle manière le narrateur va choisir de les raconter. Euh, et du coup, ma variable, c'est celle-là, et on va dire que c'est dans cet interstice un peu que y a le texte, on va dire, vit de manière un peu organique avec moi. Et c'est peut-être dans ces interstices-là qu'effectivement on pourrait retrouver, on va dire, une influence extérieure sur, sur mon boulot, quoi. Euh, voilà. Euh, il fallait aussi il fallait que je vous dise euh, que je vous confirme la date de sortie du tome 3, qui sortira bien en septembre 2021. Euh, Ce tome s'intitulera Les chiens et la charrue. Je signale aussi que pour celles et ceux d'entre vous qui lisent de façon dématérialisée, le, le, sur le site du Diable Vauvert, à partir de juin, nous ferons une sortie perlée du tome 3. C'est-à-dire que chaque mois, de juin à, à septembre, vous pourrez acheter euh, un des livres qui composent le tome 3, sachant qu'il y a 4 livres en tout dans le tome 3, comme dans tous les tomes du cycle de Sif. Et puisqu'il y avait eu quelques petits cafouillages, et en fait à cause du Covid, on a été un peu contraint de repousser la sortie du tome 3, euh, on s'est dit que ce serait la moindre des choses de vous offrir euh, bah, gratuitement le, la première partie du tome 3, donc des chiens et la charrue. Et du coup, à partir de juin, vous pourrez vous rendre sur le site du Diable Vauvert et télécharger gratuitement le premier livre du tome 3 du cycle de Sif. Voilà. J'ai également des remerciements à vous livrer. Donc déjà, évidemment, je voudrais remercier les lecteurs et les lectrices du pays chantonnais. Particulièrement celles et ceux qui m'ont adressé leurs questions, donc Audrey, Michel, Sophie et Romain. C'était très chouette d'échanger avec vous, même comme ça par relais. Et j'espère que j'ai répondu de façon satisfaisante à vos questions. Je voudrais aussi évidemment remercier l'équipe de la médiathèque de la bibliothèque pardon, qui avait souhaité m'accueillir. Donc peut-être plus précisément Alice et Marivonne, mais aussi Mélissa. En fait, toutes les personnes qui sont liées à l'organisation de cet événement virtuel. Je tenais vraiment à vous remercier fort parce que vous avez fait du super boulot étant donné les circonstances. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle continuation en tout cas. Et j'espère vous retrouver bah, soit sur ma page, soit à l'occasion d'un événement lorsque on pourra sortir et se re-rencontrer euh, lorsque le risque sanitaire sera un peu diminué, quoi. Voilà. Merci encore.